C'était la plus vaste attaque mécanisée russe de l'automne. Le 27 octobre 2025 environ, 29 véhicules blindés ont lancé une offensive vers les villages ukrainiens de Chakova et Volodymyrivka, lors d'une opération que Moscou espérait décisive. Partant près de la ville stratégiquement vitale de Dobropilia, dans l'oblast de Donetsk, les forces russes ont commencé à progresser vers les deux villages lors d'une attaque qui allait durer plus de 6 heures. Mais au lieu d'une victoire durement remportée, cet effort est devenu un symbole supplémentaire du déclin de l'efficacité militaire de la Russie et de son désespoir stratégique. La plus grande offensive russe de l'automne s'est muée en 6 heures d'enfer, sans aucun résultat. L'assaut a débuté tôt le matin, les planificateurs russes profitant du brouillard et du sol détrempé pour gêner les drones ukrainiens et limiter la détection aérienne. Les commandants russes ont déployé leurs forces de façon inhabituelle, en petits groupes dispersés de 4 ou 5 véhicules, avançant selon des horaires décalés. Avant, selon certains commandants ukrainiens, la Russie utilisait cette tactique seulement pour des assauts d'infanterie, pas pour des offensives mécanisées. Apparemment, la Russie avait décidé d'essayer quelque chose de nouveau et de plus adaptatif dans ses offensives, ce qui convenait à une attaque relativement importante. Mais les défenseurs ukrainiens étaient prêts. Le premier corps de la garde nationale Azov, avec les 33e et 93e brigades mécanisées, s'était intensément préparé à des assauts dans toute la zone, y compris pour la possibilité d'une utilisation plus large de véhicules, en tant que force de première ligne. Des obstacles d'ingénierie, des champs de mines placés et des zones de tir coordonnés ont fait du champ de bataille un test pour les blindés russes. Les unités d'artillerie ukrainiennes et les opérateurs de drones ont coopéré sans faille pour détruire systématiquement véhicule après véhicule, alors que les forces russes tentèrent de percer les lignes défensives. Les résultats ont été désastreux pour Moscou. Après plus de 6 heures de combats soutenus, aucune unité russe n'a atteint son objectif. Les forces ukrainiennes ont repoussé l'assaut, infligeant à une armée déjà en perte de personnel et matériel certaines de ses plus lourdes pertes quotidiennes. Les 29 blindés symboles de l'offensive russe d'automne ont été détruits, endommagés ou forcés de battre en retraite avec l'infanterie, poursuivis par des drones first-person view et bombardiers ukrainiens, alors qu'ils tentaient d'établir des positions dans les forêts autour des villages visés. Azov et la 33e brigade mécanisée ont publié des vidéos sur Telegram montrant des drones détruisant une à une les positions russes. Certaines séquences révèlent les traces russes dans les champs boueux, encerclés par des drones ukrainiens. À de nombreux moments, les images des drones s'interrompent soudainement, signe d'une détonation réussie qui endommage le char et projette des éclats dans la zone environnante. Il est à noter que la plupart des véhicules ne semblent pas être des chars, mais plutôt des véhicules de soutien à l'infanterie. Ce qui suggère que la Russie commence lentement à manquer de chars de combat principaux, qui constituaient la force d'invasion principale dans la guerre. Cette offensive n'était pas un cas isolé, mais un signe supplémentaire que la Russie semble perdre de l'élan cette année. 2 semaines auparavant, le 13 octobre, les forces russes avaient mené une attaque similaire dans la même zone, perdant 9 véhicules de combat d'infanterie, 4 MTLB, 3 chars et 3 motos. Le retour de la Russie sur le même champ de bataille, avec des tactiques à peine modifiées, témoigne de la rigidité de sa planification militaire, et les fortes contraintes qui limitent maintenant leurs capacités. L'infiltration par petites unités, différentes des assauts massifs de blindés, a mis en lumière des faiblesses majeures dans les opérations interarmes russes. Les forces russes ont accru leur déploiement de chars, signalant un retour à la guerre blindée après des mois d'assauts d'infanterie coûteux. Les véhicules étaient équipés de filets anti-drones, des blindages en cage soudés grossièrement sur les chars et véhicules d'infanterie pour tenter de contrer la supériorité des drones ukrainiens. Là, les filets ou cages anti-drones réduisent un peu la vulnérabilité des chars face aux attaques, surtout du dessus, mais restent largement inefficaces contre les équipes ukrainiennes de drones chasseurs-tueurs, qui ont perfectionné leur tactique en 3 ans et demi de combat. Le plan russe était d'avancer en petits groupes sur différents axes pour diviser les défenses ukrainiennes et exploiter les percées. En théorie, cette approche avait du sens, évitant de présenter une grande cible à l'artillerie et aux drones ukrainiens. Les commandants russes espéraient que des attaques simultanées venant de différentes directions submergeraient les défenseurs et créeraient de la confusion. En pratique, les forces ukrainiennes ont montré pourquoi cette tactique allait échouer dès le début. La 33e brigade mécanisée indépendante a signalé avoir repéré au moins 6 véhicules russes près de Volodymyrivka le matin, soit plus de 20% de la force d'invasion.
En utilisant une combinaison de surveillance optique traditionnelle et de reconnaissance par drone, les forces ukrainiennes pouvaient également suivre pratiquement les mouvements russes dès le moment où ils quittaient leur zone de déploiement. Et lorsque ces mêmes véhicules russes ont tenté de déposer de l'infanterie dans les bandes forestières à la périphérie du village, ils ont été immédiatement pris pour cible par des tirs d'artillerie coordonnés, ainsi que par des frappes de drones. Cette tactique a seulement prolongé les pertes entamées fin août, quand l'Ukraine a lancé sa contre-offensive et repris plus d'une douzaine de villages. Pour limiter les pertes, les forces russes utilisaient des tactiques d'infiltration de petites unités. Certains auraient réussi à entrer dans Pokrovsk, une cible clé de la région. Ce nouveau passage à des tactiques mécanisées de petites unités par la Russie crée cependant de nouveaux problèmes, comme le montre cette attaque. Le déploiement de petites unités les rend moins vulnérables à l'artillerie. Mais chaque groupe manque alors de puissance pour submerger des positions défensives préparées. Les défenseurs ukrainiens repoussaient chaque attaque séparément, transformant la pression simultanée attendue en engagement isolé. Dans ces conditions, l'Ukraine pouvait choisir ses cibles, tandis que les soldats russes cherchaient encore des positions avantageuses dans des champs ou forêts exposées, constamment surveillés. Un énorme problème reste à examiner. L'attaque réunissait 29 véhicules, une puissance notable selon les normes de 2025. Cette plus grande offensive de la saison en dit long sur la chute des capacités russes. L'offensive russe de l'été 2024 autour de Pokrovsk comptait habituellement 2 assauts avec 98 véhicules entre le 12 et le 19 septembre, soutenus par une préparation d'artillerie intensive et un appui aérien important. Un rapport relayé par Times Radio évoquait des pertes de plus de 100 véhicules par semaine dans la région, un an auparavant. Quand la mobilisation de 29 véhicules seulement est jugée majeure et que cette faible force n'obtient presque aucun résultat, on peut affirmer que la Russie semble s'essouffler. L'assaut a aussi révélé l'incapacité persistante de la Russie à coordonner forces aériennes et opérations terrestres. Bien que la Russie soit censée dominer dans les airs, les Ukrainiens notent un soutien aérien faible pour les forces attaquantes. Les avions à voilure fixe russes sont largement absents du champ de bataille, freinés par la défense aérienne ukrainienne et les lourdes pertes subies en 3 ans et demi de combat. Les célèbres attaques à la bombe planante, responsables de destruction en 2024 et récemment améliorées en août, étaient étonnamment absentes cette fois. Cela suggère des pénuries de munitions, des problèmes de livraison ou la reconnaissance des défenses aériennes ukrainiennes à Dobropilia était trop redoutable pour risquer des avions précieux. L'Ukraine a attiré les forces russes dans des zones de destruction planifiées. Les mines obligèrent les véhicules russes à passer par des couloirs étroits, les rendant vulnérables aux missiles anti-chars et drones first-person view. Les tirs d'artillerie étaient soigneusement coordonnés pour empêcher les forces russes de se regrouper ou d'établir des positions de soutien de feu. Quand l'infanterie russe quittait ses véhicules, les opérateurs de drones ukrainiens guettaient ces instants pour attaquer, ciblant individus et petits groupes dans les forêts, avec des drones bombardiers et first-person view. Le résultat fut une défense parfaite. Aucune unité russe n'a réussi à établir une tête de pont, ni à Chikova, ni à Volodymyrivka. L'assaut s'est terminé par une percée sanguine territoriale et sans aucun avantage opérationnel pour compenser les lourdes pertes en personnel et en matériel. Il est peu probable que ce soit la dernière attaque dans la région, et ces stratégies inefficaces pourraient devenir plus fréquentes d'ici fin 2025. La Russie continue de lancer des forces dans ce secteur malgré des échecs catastrophiques répétés. Pokrovsk est devenu un centre stratégique majeur de la défense ukrainienne, unifiant les efforts du pays dans la région. Sa chute représenterait une catastrophe stratégique qui pourrait changer le cours de la guerre, ce que les Russes espèrent précisément. Pokrovsk est situé à un carrefour de routes d'approvisionnement majeur et possède l'un des principaux nœuds ferroviaires de l'est de l'Ukraine. De nombreuses positions défensives ukrainiennes, dans l'oblast de Donetsk, dépendent des approvisionnements passant par le réseau de transport de Pokrovsk. Les munitions, le carburant, les renforts, les fournitures médicales et la nourriture permettant aux forces ukrainiennes de combattre à l'est transitent par ce nœud logistique clé. La prise de Pokrovsk par la Russie pourrait ouvrir tout le front de Donetsk. Si la ville tombait aux mains des Russes, les troupes ukrainiennes, stationnées plus à l'est, auraient probablement du mal à faire face à d'importantes pénuries de ravitaillement. L'Ukraine ne pourrait plus renforcer vite les zones menacées via routes et rails, ce qui couperait le soutien.
En conséquence, les forces ukrainiennes pourraient être contraintes de battre en retraite tout en combattant, abandonnant ainsi des positions bien fortifiées que la Russie a durement combattues pour prendre. Cette perte obligerait l'Ukraine à créer une nouvelle ligne défensive beaucoup plus à l'ouest, abandonnant ainsi des centaines de kilomètres carrés. Non pas à cause des attaques ennemies, mais à cause de leur incapacité à se réapprovisionner. Mais l'enjeu dépasse la logistique militaire. La prise de Pokrov ferait avancer l'objectif de guerre déclaré du président russe Vladimir Poutine, à savoir l'occupation complète de l'oblast de Donetsk. Depuis le début de l'invasion, Moscou a constamment présenté ses objectifs comme étant la libération de l'Ukraine des influences occidentales et des tendances fascistes. Lorsque l'objectif général de s'emparer de l'ensemble de l'Ukraine a échoué, la région du Donbass a été considérée comme un plan de repli approprié. La région a été choisie en raison de la forte concentration d'Ukrainiens russophones, malgré l'oxymore, que la propagande russe a présenté comme devant être libérée de la tyrannie ukrainienne. Ainsi, les plans russes ont visé le contrôle total des frontières administratives de Donetsk et Louhansk. Actuellement, la Russie ne contrôle que certaines parties de Donetsk. Et chaque carte montrant une occupation incomplète rappelle quotidiennement à Poutine que son opération militaire spéciale n'a même pas atteint ses objectifs les plus élémentaires annoncés. Cette situation exerce une forte pression politique sur la direction russe, Poutine ayant lié la légitimité de son régime à la victoire en Ukraine. Il lui faut absolument quelque chose à présenter comme un succès au peuple russe. La prise totale de Donetsk permettrait aux propagandistes russes de proclamer la réussite de la mission et l'atteinte des objectifs de dénazification et démilitarisation du Donbass. Malgré le prix catastrophique, l'aspect économique reste crucial. Malgré la guerre, l'oblast de Donetsk conserve une industrie, des terres agricoles et des ressources minérales précieuses. La région produisait historiquement charbon, acier et produits chimiques essentiels à l'économie ukrainienne. Bien qu'une grande partie de cette infrastructure ait été endommagée ou détruite, le contrôle du territoire donnerait à la Russie l'accès à ce qui subsiste et la possibilité de reconstruire à l'avenir. De plus, priver l'Ukraine de ses ressources sert la stratégie russe d'affaiblir l'économie ukrainienne et sa viabilité durable comme État indépendant. Un calcul géopolitique intervient aussi, car les planificateurs militaires russes savent que le temps ne joue pas en leur faveur. Chaque mois où la guerre continue est un mois supplémentaire de déclin économique pour la Russie, un mois de plus de pertes humaines qui ne peuvent pas être facilement remplacées. Un mois supplémentaire pour l'Ukraine et Volodymyr Zelensky afin d'acquérir de nouvelles armes ou recevoir des dons d'une OTAN toujours plus confiante. La direction militaire russe pense qu'en capturant Pokrovski et en occupant Donetsk avant l'effondrement de leurs capacités offensives, ils pourraient forcer l'Ukraine à négocier en position de force. Cela est encore confirmé, car la plupart des suggestions de Donald Trump visent à instaurer un conflit gelé sur les lignes actuelles plutôt qu'à exiger des réparations ou le retrait russe. En contrôlant totalement la zone occupée de Donetsk via un cessez-le-feu validé par l'OTAN, Poutine pourrait revendiquer la victoire. Sécuriser les territoires contestés et éviter les conséquences internes dues à l'économie en déclin et à la perte de confiance dans le gouvernement. C'est pourquoi la Russie attaque toujours le corridor Pokrovsk-Dobropilya malgré de lourdes pertes. Du point de vue du Kremlin, il n'y a pas d'alternative acceptable à la poursuite des attaques. Abandonner l'offensive reviendrait à admettre que la Russie ne peut même pas atteindre ses objectifs territoriaux réduits. Les commandants russes savent probablement que les attaques échoueront et qu'ils perdront la majorité, voire toutes les unités et le matériel. Ou être forcés de battre en retraite, boitant et saignant, au sens figuré ou littéral, jusqu'à ce qu'ils puissent lancer une nouvelle grande offensive d'automne. Quelques semaines plus tard, ils savent aussi que Poutine veut avancer. La direction politique prévoit la chute de Donetsk et estime que l'absence d'avancée pourrait être fatale, ou coûter leur carrière aux officiers russes. Les défenseurs ukrainiens, de leur côté, comprennent exactement pourquoi ils se battent. Pokrovsk possède un terrain idéal pour être défendu à l'aide de drones et d'artillerie, composé principalement de champs ouverts et de terres agricoles, avec peu ou pas d'espace pour créer des fortifications de fortune ou des cachettes. C'est surtout avantageux en automne ou au printemps, quand la pluie ou la fonte des neiges rendent le terrain boueux et ralentissent l'infanterie et les véhicules. Les postes militaires à Dobropilya permettent aux deux localités de se protéger efficacement à distance. L'infrastructure routière et ferroviaire existante permet quant à elle un flux régulier de ravitaillement depuis le reste du pays. Le terrain convient à l'infanterie mécanisée, mais les goulets d'étranglement près de la ville créent des conditions similaires, visibles sur les cartes quotidiennes. Bien que Pokrovsk soit encerclé sur 3 côtés, peu d'offensives se sont réellement rapprochées à moins de quelques kilomètres de la ville.
Le contrôle total de l'Ukraine sur le nord-ouest freine fortement l'élan russe. Si la ville tient, l'Ukraine peut contenir les forces russes entrantes. Dès que les Russes prendront totalement la ville, ces conditions rendront une contre-offensive ukrainienne bien plus difficile. L'usage accru des chars russes dans cette opération marque un changement tactique important, pouvant poser problème à l'un ou l'autre camp. Du 20 au 25 octobre, les forces russes contrôlant ont lancé 41 assauts, soutenus par des blindés sur toute la ligne de front, concentrant leurs attaques de chars près de Pokrovsk. Ceci diffère des vagues d'infanterie qui ont dominé les opérations russes en 2025, même si elles ont donné des résultats en juin et juillet. À première vue, le passage aux opérations mécanisées pourrait laisser penser que les forces russes reviennent à des tactiques d'armes combinées classiques. Rappelez-vous, même si la Russie a perdu beaucoup de chars et d'hommes, elle a sûrement encore beaucoup de véhicules en réserve, et un vivier de recrues plus large que l'Ukraine. Mais ces deux options demandent du temps, de l'argent, des efforts, et exposeraient l'ampleur des pertes au public russe, ce que la Russie ne fait pas ou ne veut pas faire. En réalité, il s'agit probablement des dernières tentatives pour obtenir des gains territoriaux significatifs avant que les capacités offensives russes ne s'effondrent complètement, ou les conditions hivernales empêchent les opérations à grande échelle. Cette offensive est notamment due au grand nombre de chars que la Russie peut déployer sur le front. Selon certaines estimations, la Russie pourrait théoriquement produire 300 de ses chars les plus avancés, le T-90M. Un rapport du renseignement sur les conflits indique que la Russie a déjà utilisé tous les anciens châssis de T-90E, modernisés en T-90MiG. La plupart des chars actuels sont fabriqués sur mesure avec des pièces et technologies récentes. De plus, Janes, une source ouverte de renseignements en matière de défense, a constaté que les chars T-90 et T-80 sont nettement plus présents sur le champ de bataille qu'ils ne l'étaient en 2022. Selon les données visuelles, 23 unités disposent du char T-80, alors qu'en 2022 seulement 3 unités utilisaient ce modèle. Il y a 3 ans, seules 2 unités avaient le T-90. Aujourd'hui, elles sont 20. Malgré une adoption plus large, la Russie hésite toujours à déployer des chars sur le champ de bataille. La plupart des véhicules employés récemment pour les offensives sont des véhicules de soutien à l'infanterie, et non des chars de combat principaux, leur armement offensif étant moins important. De l'autre côté, lorsque l'Ukraine semble utiliser ces chars, elle emploie des T-72 et des T-72 ou même des pièces de musée obsolètes pour fournir une couverture, et encaisser les frappes d'artillerie afin de donner aux unités d'infanterie le temps de frapper. Cela provient du fait que la production n'arrive pas à suivre la demande. Même avec la production dépassant 1000 chars par an d'ici 2029, la Russie ne parvient pas à compenser ses pertes. Selon Oryx, la Russie a perdu plus de 4200 chars en 44 mois, soit un taux annuel supérieur à 1130 chars. La production ne compense pas les pertes. Mais la Russie dispose encore de nombreux chars qui sont entreposés ou en cours de réparation pour être prêts à aller au front. La question est simplement de savoir si la Russie va privilégier les gains à court terme ou la récupération du matériel sur le long terme. Les commandants russes ont sans doute compris que leur tactique centrée sur l'infanterie ne suffisent plus à maintenir l'élan ou à satisfaire la propagande. L'emploi accru des chars sera sans doute présenté comme un nouvel effort pour obtenir des victoires décisives sur le champ de bataille. Si la Russie alloue plus de ressources d'infanterie mécanisée à Pokrovsk, elle pourrait submerger les défenses ukrainiennes. En outre, le type précis de char ou de véhicule de soutien d'infanterie importe peu face aux essaims de drones, aux champs de mines ou aux tactiques ukrainiennes qui détournent les offensives vers des goulets d'étranglement, rendant les blindés plus obstacle que solution. La Russie pourrait donc théoriquement utiliser certains de ses chars plus anciens pour obtenir un avantage à court terme. Mais il existe aussi une interprétation plus sombre. L'intensification des forces blindées lors de la possible dernière grande offensive russe en 2025 suggère que les dirigeants russes réalisent que leur période pour lancer des offensives se réduit rapidement. Tous les indicateurs suggèrent que l'armée russe approche d'un point de rupture. Bien que la Russie se soit engagée à fabriquer de nouveaux chars, elle a en réalité cessé de produire le soi-disant moderne T-14 Armata, et il est probable qu'elle ne dispose plus de beaucoup d'anciens chars à envoyer en première ligne à moindre coût. Les exportations militaires russes ont également chuté à des niveaux insignifiants, empêchant le complexe militaro-industriel de générer réellement des revenus, et en faisant l'une des plus grandes dépenses que les contribuables russes doivent supporter. Cela survient alors que la Russie réduit son budget militaire pour la première fois depuis des années.
et d'augmenter à la fois les impôts sur le revenu et les impôts sur les sociétés, ce qui suggère une économie qui est lentement privée de ses ressources. Si les dirigeants russes en sont conscients, comme de nombreux indices le montrent, les offensives actuelles prennent un autre sens. Cette attaque s'inscrit dans une course pour prendre un maximum de territoire avant la dégradation des capacités offensives russes, rendant les attaques majeures impossibles. Les commandants russes pourraient agir selon un calendrier qui leur donne jusqu'à la fin de 2025 ou peut-être début 2026 pour sécuriser des gains territoriaux qui pourraient être transformés en leviers de négociation. Pour l'Ukraine, ces évolutions apportent opportunités et risques. L'opportunité réside dans le fait que la dernière tentative désespérée de la Russie peut être vaincue. Les forces ukrainiennes ont prouvé à plusieurs reprises leur capacité à repousser les assauts russes lorsqu'elles sont bien soutenues et approvisionnées. Si la Russie utilise ses dernières réserves offensives pour prendre Pokrovsk et finir d'occuper Donetsk, repousser ses attaques pourrait mettre fin à sa capacité de lancer des opérations offensives majeures. Cela ouvrirait une nouvelle phase où l'Ukraine prendrait l'initiative, mais la Russie pourrait réussir, ce qui reste dangereux pour l'Ukraine. La Russie perd beaucoup de ressources, mais l'Ukraine aussi, avec une crise de main-d'œuvre similaire ou pire. L'Ukraine a encore besoin d'un soutien militaire occidental, surtout en artillerie, munitions, systèmes de défense aérienne et armes longue portée pour viser la logistique et les regroupements russes. Sans ces approvisionnements, même une armée russe inférieure pourrait percer les défenses ukrainiennes par persévérance. Si la Russie décidait de tout engager, elle pourrait mobiliser toutes ses forces militaires, voire utiliser de petites ogives nucléaires. Une attaque plus massive ou l'utilisation d'une ogive tactique pourrait contraindre l'Ukraine à renoncer à défendre le Donbass. Ce qui signifie que les prochains mois seront déterminants pour l'issue de la guerre. Reste à voir si l'Ukraine gardera l'élan pour repousser les attaques russes. Dans ce cas, les problèmes internes russes pourraient mettre fin à la guerre sans cessez-le-feu ni accord de paix. Le pays s'effondrera tout seul. L'Ukraine a réussi un coup tactique en frappant un barrage russe par drone, piégeant plusieurs unités dans un piège aquatique impressionnant. Ils ne l'avaient pas vu venir. À présent, des soldats russes, des véhicules et d'autres équipements sont littéralement emportés, alors que l'eau s'engouffre par les fissures du barrage, les submergeant. Tout espoir que le Kremlin aurait pu avoir d'une grande victoire dans la région. L'incident s'est produit au barrage du réservoir de Belgorod, dans la région de Belgorod en Russie. Étant donné que cette région se trouve juste à côté de l'Ukraine, avec de nombreux kilomètres de frontières internationales le long de ses côtés sud et est, c'est un emplacement crucial pour les forces du Kremlin. Tout au long de la guerre. Jusqu'à présent, la Russie a lancé à plusieurs reprises des assauts depuis Belgorod vers les régions de Kharkiv et de Luhansk en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont mené des contre-opérations, ripostant contre les soldats russes à la frontière et lançant des attaques de drones et de missiles Tamia à longue portée sur des cibles et infrastructures importantes dans la région. Récemment, les forces russes ont tenté de prendre la ville ukrainienne de Vovchansk, qui comptait environ 17 500 habitants avant la guerre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ville fantôme, de larges zones ayant été détruites lors de l'offensive russe sur Kharkiv en 2024. Malgré les décombres qui couvrent la ville, elle garde une importance tactique pour le camp qui la contrôlera. Pour plusieurs raisons importantes. D'abord, c'est l'une des plus grandes localités ukrainiennes à la frontière russe. Contrôler un endroit comme celui-ci serait un grand avantage pour les forces du Kremlin. Ils pourraient renforcer cet endroit et s'en servir comme base avancée pour de nouvelles avancées dans la région de Kharkiv. De plus, comme Vovchansk est une ville, elle dispose de lignes d'approvisionnement beaucoup plus solides que les petites localités et villages disséminés ailleurs, le long des territoires frontaliers. La route T2104 traverse la ville, bifurque au sud-est et sud-ouest, reliant Vovchansk à d'autres localités ukrainiennes. C'est important, car cela permet aux approvisionnements, nourriture, carburant, troupes et véhicules d'entrer et sortir facilement. C'est grâce à cela que les forces ukrainiennes ont pu tenir cette ville aussi longtemps. Acheminer carburant, munitions et ressources clés vers Vovchansk depuis d'autres régions. Si la Russie contrôlait cette ville, elle bénéficierait également de ses liaisons de transport. Ses commandants trouveraient plus facile de planifier leurs prochaines étapes le long des autoroutes et autres routes menant vers et hors de la ville. Ils pourraient ainsi définir leurs priorités, cibler et avancer rapidement vers leurs objectifs. Plutôt que d'avoir à envoyer des éclaireurs et des groupes de reconnaissance en avant pour cartographier le terrain et choisir un chemin à travers les terrains difficiles. Ils pourront simplement déployer des troupes et des véhicules directement sur la route, couvrant ainsi le terrain plus rapidement et plus efficacement.
Vovchansk est aussi lié au projet russe de créer une zone tampon, appelée zone de sécurité, près de la frontière. Vladimir Poutine a évoqué ce concept, suggérant que les forces russes prennent le contrôle d'une large zone frontalière pour réduire le risque d'incursion ukrainienne. En mai, Poutine a déclaré « Nous avons approuvé la création d'une zone tampon de sécurité à nos frontières. Nos forces armées travaillent activement à accomplir cette tâche. » Le président russe a également mentionné spécifiquement la région de Belgorod comme l'un des endroits nécessitant une protection. Il est donc logique qu'il veuille que ses troupes prennent le contrôle d'une ville frontalière comme Vovchansk dès que possible afin de réaliser cette ambition. La prise de Vovchansk par la Russie aurait aussi des implications stratégiques majeures pour la guerre. Cela obligerait l'Ukraine à réagir d'une manière ou d'une autre. Kiev pourrait décider, par exemple, de détourner des forces d'autres régions, afin de fortifier les villes et villages environnants pour ralentir l'avancée russe. Elle pourrait aussi mobiliser plus de ressources dans la région pour organiser une contre-attaque et tenter de reprendre la ville. Cela affaiblirait probablement d'autres positions ukrainiennes sur le front, ouvrant ainsi d'autres brèches pour la Russie. La guerre est ainsi. Chaque décision a des conséquences, et chaque action entraîne une réaction. Un événement local peut entraîner de nombreux effets en cascade dans des régions éloignées, même à des centaines de kilomètres. Enfin, il convient de noter que la prise de Vovchansk serait, franchement, une victoire relativement importante pour les forces russes à ce stade. N'ayant pas réussi à prendre une grande ville ukrainienne depuis 2022, malgré les meilleurs efforts de Poutine, et malgré le fait qu'il ait investi des sommes colossales d'argent, de ressources et de main-d'œuvre dans cette guerre, les progrès de l'armée russe sont remarquablement lents sur l'ensemble des lignes de front. Elle ne prend que de minces bandes de terre, souvent de vieux champs boueux, ou des restes calcinés de hameaux sans nom. Elle agit à un coût énorme, avec plus d'1 million de pertes déjà signalées. S'ajoutent d'énormes pertes matérielles et un effondrement économique imminent que le Kremlin doit affronter. En résumé, la Russie cherche une victoire ou une preuve qu'elle réussit au moins quelque chose. Et à ce stade, elle est tellement désespérée que même la prise d'une ville ravagée, jonchée de décombres, pourrait sembler être une raison de célébrer. Les commandants du Kremlin ont donc investi de nombreuses ressources dans l'offensive sur Vovchansk, avec plusieurs grandes brigades et régiments opérant dans la région, y compris le 82e régiment de fusiliers motorisés, la 2e brigade de Spetsnaz de la garde, la 128e brigade indépendante de fusiliers motorisés de la garde et la 138e brigade indépendante de fusiliers motorisés de la garde. Jusqu'à tout récemment, il semblait que la Russie progressait régulièrement dans la région. Le 26 octobre, le général Valery Gerasimov a annoncé à Poutine que l'armée russe contrôlait environ 70% de la ville. Il a aussi multiplié les déclarations audacieuses, parfois fabriquées ou exagérées, sur les succès russes au combat. Plusieurs ont été aussitôt démentis par des groupes de renseignement en sources ouvertes. Des analystes militaires et des groupes d'experts comme l'Institut pour l'étude de la guerre, qui a publié une analyse complète des déclarations du général, ont déclaré que l'Institut pour l'étude de la guerre n'a pas observé de preuves pour étayer les affirmations de Gerasimov. L'Institut pour l'étude de la guerre n'a observé que des éléments permettant d'évaluer cela. Les forces russes contrôlent près de 23% de Vovchansk. Certains des soldats ukrainiens, qui se trouvent effectivement sur le terrain, dans la région de Vovchansk, ont également décidé de partager leur point de vue sur les événements avec le 16e corps d'armée des forces armées ukrainiennes. En ligne, l'ennemi a tenté de saisir une opportunité. Le manque de pluie pendant l'été infernal a rendu les rivières Sversky Donetsk et Vovcha peu profondes, facilitant la logistique ennemie. Il était aussi possible d'accumuler des réserves, car il restait assez de feuilles sur les arbres. Tout cela a conduit à une forte augmentation de l'activité dans la direction de Vovchansk. L'ennemi a obtenu des succès locaux, au prix de lourdes pertes, certaines unités ayant presque perdu toute capacité de combat. Le 1er bataillon du 82e régiment de fusiliers motorisés a presque été anéanti. Seuls les membres de l'état-major sont restés, donc l'unité a été retirée à l'arrière pour être reconstituée. Il semble donc que les rapports sur la domination russe à Vovchansk aient été largement exagérés. Bien que les troupes russes aient effectivement profité de conditions favorables dans la région pour réaliser quelques petits gains, ils sont encore loin de brandir leur drapeau en ville, et ils ont, selon les récits de l'Ukraine, subi de lourdes pertes dans le processus. Le 24 octobre, la situation a rapidement empiré pour les forces du Kremlin à Vovchansk et ses environs. Ce jour-là, les troupes ukrainiennes ont attaqué le barrage du réservoir de Belgorod. Des rapports sont rapidement apparus dans les médias russes,
affirmant que le barrage avait été touché par une frappe de missiles ukrainienne, prétendument avec l'aide d'un système High Mobility Artillery Rocket System, fourni par les États-Unis. Des bâtiments techniques, un mécanisme de levage d'écluses et la crête du barrage ont été endommagés lors de l'attaque initiale. L'Ukraine aurait lancé une seconde vague le 25 octobre, endommageant davantage le barrage avec des frappes de drones de précision. Des fissures dans des sections clés de la structure ont permis à une vague d'eau du réservoir de s'engouffrer et d'inonder les terres environnantes. Ce n'était pas juste quelques gouttes, mais énormément d'eau. Comme l'a confirmé l'Agence fédérale russe des ressources en eau, qui a fourni une déclaration aux médias d'État TAS. Les frappes des 24 et 25 octobre sur le barrage du réservoir de Belgorod ont endommagé la sortie de drainage utilisée pour l'évacuation sanitaire de l'eau, en aval, et causé des fuites d'eau sur les deux vannes segmentées. Après les dégâts, le niveau d'eau du réservoir a baissé d'1 mètre. Le rapport de TAS a également révélé que des travaux de réparation et de restauration avaient été ordonnés au barrage, avec des dizaines de techniciens et plusieurs camions et autres véhicules envoyés sur place. Mais lorsque les barrages cèdent, se brisent de tout, se fissurent, les conséquences sont généralement immédiates, car l'eau n'attend tout simplement pas que les autorités réagissent. Elle s'écoule rapidement et librement dans toutes les directions possibles, ne laissant pratiquement aucun temps à quiconque pour l'arrêter. Peu après les attaques, des rapports d'inondations ont rapidement afflué de plusieurs villages le long du Seversky Donets, alors qu'une énorme vague du réservoir déferlait sur eux. Les autorités de Chebakino, en Russie, ont signalé des inondations dans au moins 10 zones et annoncé une évacuation partielle des secteurs concernés, avec le gouverneur régional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, partageant la nouvelle sur son compte Telegram officiel. Après une frappe ukrainienne, le barrage du réservoir de Belgorod a été endommagé. Nous savons que l'ennemi pourrait attaquer de nouveau et détruire le barrage, ce qui risquerait d'entraîner une inondation. La rivière, la plaine inondable près de Kharkiv et plusieurs rues de villages où vivent environ 1000 habitants. Par conséquent, nous commençons à proposer des hébergements temporaires à Belgorod aux habitants qui risquent d'être inondés et qui n'ont pas d'autres options d'hébergement temporaire. C'est surtout l'armée du Kremlin, et non les habitants ou civils, qui a le plus souffert. En un instant, de nombreuses tranchées et abris russes sont devenus des marécages, des images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant l'ampleur des inondations. War Translated a partagé sur X une compilation de vidéos filmées par des soldats russes, avec une légende. Les équipements russes et les abris sont littéralement submergés dans la région de Chebakino et le long de l'axe de Vovchansk. Après la rupture d'un barrage à Belgorod, les occupants se plaignent de devoir nager pour rejoindre leur position. Les vidéos montrent une route entière submergée par l'eau et plusieurs véhicules complètement embourbés, incapables d'avancer, ainsi qu'un point de passage de rivière effondré et plusieurs tranchées russes détrempées. Un soldat a dit « Après la rupture du barrage de Belgorod, on est passé d'infanterie à marines en un jour, mais on a eu de la chance. À la position voisine, tout l'abri et l'équipement ont été inondés. Certaines positions russes paraissaient complètement submergées, d'après les données disponibles et l'analyse du renseignement en source ouverte. Des véhicules, des stocks de munitions et des fortifications ont littéralement été emportés par les eaux de crue. Les images satellites montrent aussi des inondations étendues en aval du réservoir de Belgorod, avec des niveaux d'eau toujours en hausse. Cela exerce une pression supplémentaire sur les localités environnantes et les unités militaires. C'est bien plus qu'un simple désagrément. Les troupes russes affrontent aussi vêtements mouillés, bottes boueuses et tranchées détruites. Certaines unités sont désormais complètement coupées de leur ligne de ravitaillement, isolées, exposées et à la merci des forces ukrainiennes dans la région. En effet, selon des rapports, plusieurs des routes logistiques militaires de la Russie ont été complètement anéanties par l'inondation. Avec au moins 4 brigades, la 68e, 116e, 128e et 136e risquent toutes d'être anéanties bientôt. Cela a été confirmé par le 16e corps d'armée des forces armées ukrainiennes sur Telegram, avec des soldats ukrainiens expliquant précisément à quel point. La situation s'est littéralement retournée en leur faveur après l'attaque du barrage. À ce jour, la situation n'est plus en faveur des Russes. Après la frappe sur le barrage de Belgorod, ce dernier a commencé à fuir. Selon les médias russes, le niveau d'eau du réservoir a baissé d'1 mètre en une seule journée. Comme on dit, l'eau est entrée dans la maison, ou plutôt dans la Seversky Donetsk, et il y a déjà des rapports indiquant que les abris russes sont inondés. L'essentiel était que la logistique ennemie se complique nettement. Les unités ayant traversé la Seversky Donetsk se sont retrouvées isolées des forces principales. Une démonstration remarquable de l'habileté tactique de l'Ukraine. Ces forces savaient qu'elles devaient faire preuve d'ingéniosité pour ralentir les avancées de la Russie dans la région.
Ils ont compris que le Kremlin engageait clairement beaucoup de troupes et de ressources dans la région, déterminés à prendre le contrôle de Vovchansk par tous les moyens nécessaires. Les Ukrainiens ont admis ne pas pouvoir rivaliser avec la Russie en main-d'œuvre et ont cherché à rééquilibrer les chances. Ils ont conçu un plan brillant, difficile à imaginer pour d'autres forces militaires mondiales. En effet, de nombreuses armées auraient simplement décidé de s'enterrer à Vovchansk, faisant de leur mieux pour tenir la ligne de défense aussi longtemps que possible. Dépendant des renforts et des lignes d'approvisionnement, mais finissant par céder sous une adversité écrasante. L'Ukraine ne peut pas se permettre de penser ainsi, ni sacrifier des territoires majeurs sans tout tenter pour les défendre. Avec moins de troupes et de ressources que son ennemi, elle doit innover pour surprendre les forces du Kremlin. Et ils ont certainement réussi ici. Même les commandants russes les plus avisés n'auraient jamais pu prévoir une attaque de ce genre. Sachant où se trouvaient les brigades russes, l'Ukraine a profité de l'occasion pour frapper le barrage, inonder la zone et changer la situation du secteur. Désormais, beaucoup de soldats russes vont surtout lutter pour survivre, plutôt qu'avancer ou prendre la ville. Leurs provisions emportées, leurs tranchées devenues totalement inhabitables et leurs lignes de ravitaillement coupées, ils auront moins d'options et seront forcés de patauger dans l'eau à la recherche d'un terrain plus sec et plus sûr. Beaucoup n'en réchapperont peut-être pas, car les unités ukrainiennes du secteur seront très probablement à la recherche de soldats russes isolés. Ils veulent abattre ou capturer tout traînard pour rééquilibrer les forces dans la zone. Cela devrait donc garantir que Vovchansk reste fermement et définitivement entre les mains des Ukrainiens pour au moins les jours et semaines à venir, car il faudra inévitablement un certain temps à la Russie pour se remettre de cela. La réparation du barrage pourrait durer plusieurs semaines, avec un risque d'eau continuant à s'y engouffrer entre-temps. Surtout si la région subit des épisodes de fortes pluies. Par ailleurs, il se peut que l'Ukraine n'en ait pas encore fini avec le barrage. Ses forces pourraient lancer une nouvelle attaque de drones ou de missiles contre la structure, accentuant les fissures et les inondations, isolant davantage de soldats russes en difficulté. À bien des égards, cet incident est un microcosme de l'ensemble de la guerre jusqu'à présent. C'est une guerre qui, à bien des égards, a été un affrontement entre David et une histoire à la David contre Goliath, avec une force beaucoup plus grande, plus puissante et plus agressive attaquant un adversaire apparemment plus petit et plus faible. Comme Goliath, la Russie s'est surtout appuyée sur sa force brute pour chercher la victoire, martelant l'Ukraine avec des drones, des missiles et des assauts constants sur la ligne de front, utilisant chars, bombardiers et artillerie pour accentuer la pression sur l'adversaire. L'Ukraine, quant à elle, a parfaitement joué le rôle de David, sachant qu'elle est la plus petite et la plus faible des deux combattants, du moins en ce qui concerne les chiffres et les statistiques. Elle a dû réfléchir intelligemment et stratégiquement, en repérant et exploitant les faiblesses de ses ennemis dès que possible. C'est exactement ce qui s'est passé à Belgorod. L'Ukraine était partiellement en difficulté, mais elle a vu une occasion de riposter, et n'a pas laissé passer cette chance. Elle a complètement pris l'ennemi par surprise, et maintenant elle récolte les fruits de son travail acharné et de sa planification tactique. Nos troupes russes se demandent ce qui a échoué en abandonnant des véhicules submergés et des fournitures gâtées par l'eau. Eh bien, un autre jour, une autre frappe de drones ukrainiens sur une raffinerie de pétrole en plein cœur de la Fédération de Russie. Cela devient fréquent. Des drones ukrainiens endommagent une raffinerie de pétrole. De longues files d'attente pour l'essence apparaissent en Crimée, Belgorod, Krasnodar et d'autres régions russes. La superpuissance énergétique mondiale peine, de façon embarrassante, à approvisionner ses propres stations-service. Ce n'était sûrement pas ce que Vladimir Poutine envisageait en approuvant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La guerre devait vite finir par la capitulation de l'Ukraine et l'instauration d'un gouvernement pro-Moscou. 4 ans plus tard, la nation de Poutine mène une guerre d'usure sanglante dans l'est de l'Ukraine. Et une guerre d'usure plus destructrice, à longue portée, visant les infrastructures énergétiques adverses. En Russie, les frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole s'accumulent, et de nombreux analystes occidentaux estiment que le pays s'effondre pour cette raison. Examen des dégâts infligés par l'Ukraine, de la réaction russe et de leurs implications pour l'issue du conflit. Depuis août, les frappes ukrainiennes ont visé au moins 16 des 38 raffineries de pétrole russes, avec plus de 2 douzaines d'attaques. La raffinerie de pétrole de Ryazan a été frappée avec succès le 23 octobre. L'usine, qui fournit du carburant à l'oblast de Moscou, est la 4e plus grande raffinerie de Russie.
Elle a traité 131 millions de tonnes de pétrole en 2024 et représentait 5% de la capacité totale de raffinage de la Russie, selon les estimations russes. Suite à l'attaque, la troisième en 2025. Un incendie s'est déclaré à l'usine, après que l'unité de traitement primaire unité de distillation atmosphérique, 4, qui avait une capacité de 4 millions de tonnes par an, soit 80 000 barils par jour. Les dégâts ont forcé l'arrêt de la raffinerie, suspendant l'activité de plusieurs unités voisines, dont un réformeur, des unités de vide, gaz, pétrole, hydrotraitement et un cracker catalytique. La nuit dernière, un drone ukrainien a frappé la raffinerie d'Agnontek à Makhatchkala, au Daghestan, à plus de 1370 km du site touché à Ryazan. Une source du renseignement militaire ukrainien a indiqué au Kiev indépendant que l'unité principale de traitement du pétrole de l'ABT était hors service et qu'un important incendie s'était déclaré. La raffinerie est nettement plus petite, avec une capacité d'1 million de tonnes par an. Cependant, elle est essentielle à la chaîne énergétique du sud de la Russie, soutenant la logistique militaire vers le Caucase et la flotte de la mer Caspienne. La raffinerie, qui appartenait auparavant à la famille de Magmalmed Sultan Magmomedov, l'ancien secrétaire d'État controversé du Daghestan, a été transférée en août après la découverte d'une vaste fraude et corruption. Le 19 octobre, 2 problèmes ont frappé les raffineries de pétrole russes la nuit. Un drone ukrainien a frappé la raffinerie de pétrole de Novokouïbychevsk, dans l'oblast de Samara, lors de la deuxième attaque similaire en quelques semaines. La frappe a provoqué un incendie massif qui a endommagé l'unité principale de traitement primaire du brut atmosphérique de distillation sous vide et à la pression atmosphérique, 11 un grand réservoir d'essence et un transformateur électrique. Cela a conduit à la suspension totale des 2 principales unités de raffinage de l'usine. La première atmosphérique de distillation sous vide et à la pression atmosphérique, 11 a une capacité de 18 900 tonnes par jour, tandis que la seconde atmosphérique de distillation sous vide et à la pression atmosphérique, 9 a une capacité de 4 700 tonnes par jour. Des sources disent que l'usine sera fermée jusqu'en novembre. Le même soir, dans l'ouest de la Russie, un drone ukrainien a frappé l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg à Kolodnia-Kilouchi. Selon Reuters, il s'agit du plus grand complexe chimique de gaz de la planète, avec une capacité de traitement de 375 milliards de mètres cubes de gaz par an. Quelques semaines plus tôt, la région d'Orenbourg avait déjà été visée par l'Ukraine lorsqu'un drone a frappé la raffinerie Orsnevdi-Orgsintes, colonne de fumée noire montant au-dessus de l'usine. Là, la raffinerie compte parmi les plus grandes de Russie, avec une capacité annuelle de 66 millions de tonnes. L'usine produit environ 30 types de produits copétroliers, comme l'essence, le diesel, le kérosène, le bitume et le fioul. Le 12 octobre, la République du Bachkortostan a vu l'une de ses principales raffineries de pétrole partir en flammes. Un drone ukrainien a frappé une des grandes raffineries Bakhnev à Oufa. Le conglomérat Bakhnev possède et exploite 3 principales raffineries de pétrole à Oufa. Bashnev Oufa Neftiakim, Bashnev Novoil et Bashnev UNPZ. Ensemble, elles forment l'un des plus grands complexes de raffinage de pétrole en Russie, avec une capacité de raffinage combinée d'environ 1 demi-million de barils par jour. La frappe aurait endommagé l'unité atmosphérique de distillation sous vide et à la pression atmosphérique, 5 l'unité principale de raffinage du pétrole, essentielle au processus de production. Depuis le début du mois d'octobre, des drones ukrainiens ont également visé la raffinerie Antipinsky à Tioumen, Slavnet Yanos à Yaroslavl, la raffinerie Tuapsir de Rosnev et la raffinerie Kinev dans la région de Leningrad. Un incendie à Kinev a arrêté son unité principale, soit 40% de sa capacité. Sans évoquer la frappe majeure sur le terminal pétrolier de Féodossia en Crimée le 13 octobre, où des drones longue portée ont touché au moins 5 réservoirs, les frappes ont causé un vaste incendie visible sur les images satellites 2 jours après. Ces frappes d'octobre s'inscrivent dans la série d'attaques contre les infrastructures énergétiques russes que l'Ukraine mène vigoureusement depuis août et qui avaient déjà bouleversé l'économie russe. Selon le docteur Richard Connolly, l'offensive estivale de l'Ukraine, qualifiée de sanction cinétique, avait été bien plus dévastatrice que sa campagne contre les infrastructures énergétiques russes en 2024 précisément, en raison du moment choisi pour cette opération. Le docteur Connolly est spécialiste de l'économie russe, notamment des secteurs industriels, énergétiques et de la défense.
Il est chercheur associé au Royal United Services Institute à Londres et a été chercheur principal adjoint au Centre pour la Nouvelle Sécurité américaine. Il a écrit plusieurs livres, dont La réponse de la Russie aux sanctions, 2018, et à L'économie russe, une très brève introduction, 2020, traitant divers aspects de l'économie russe et de son complexe militaro-industriel. Dans une récente interview sur la chaîne YouTube Willy OAM de Matt Williams, le Dr Connolly a indiqué que les frappes de 2024 avaient eu lieu en fin d'hiver et début de printemps, tandis que celles de 2025 étaient concentrées sur l'été. C'est à ce moment-là que, comme dans de nombreux pays, la demande saisonnière de carburant est la plus élevée en Russie. Les gens voyagent pour les vacances d'été, et les agriculteurs récoltent du carburant. Les approvisionnements sont généralement tendus à cette période de l'année de toute façon, donc toute pression supplémentaire sur les stocks peut rapidement tourner à la catastrophe. Et l'augmentation de la pression sur les réserves de carburant, c'est bien ce que provoquent les frappes ukrainiennes. Avant la vague de frappes d'octobre, la production de raffinage russe avait chuté à 486 millions de barils par jour, soit près de 10% de moins qu'en juillet, et son plus bas niveau en 5 ans. Selon l'Agence nationale de statistique, Rostat, les prix de l'essence à la pompe ont augmenté de 2,58% en septembre, soit la plus forte hausse mensuelle depuis 2018. Les prix ont grimpé de 12,73% en un an, un record en 14 ans. Une enquête de la British Broadcasting Corporation a montré qu'au moins 57 régions russes ont subi des pénuries de carburant après les frappes ukrainiennes sur les raffineries depuis août, même si beaucoup se sont ensuite stabilisés. Des rapports de Reuters, Bloomberg et SP, Global Commodity Insights, rapportent qu'au moins 10 entreprises, dont certaines tournées vers l'export, ont été partiellement ou totalement fermées en août et septembre. Selon Sergei Vakulenko, chercheur principal au Centre Carnegie de Berlin pour les études russes et eurasiennes, depuis le pic de juillet et jusqu'au début octobre, la productivité des raffineries russes a diminué d'environ 10%. Cette semaine, Volodymyr Zelensky a déclaré que les dégâts sont 2 fois plus importants. Les frappes ukrainiennes à longue portée contre les raffineries russes ont diminué de 20% la capacité de raffinage de Moscou. Peut-être qu'il exagère, ou peut-être que les frappes ukrainiennes d'octobre ont effectivement doublé les dégâts. Dans tous les cas, cette perte de capacité de raffinage signifie le chaos à la pompe pour de nombreux Russes ordinaires. Les problèmes d'approvisionnement en essence n'affectent pas l'armée russe dans la même mesure. Les véhicules de l'armée roulent quasi uniquement au diesel, alors que les frappes sur les raffineries visent surtout l'essence. Néanmoins, les pénuries d'essence à la pompe nuisent aux Russes ordinaires et aux entreprises russes d'une manière que Poutine pourrait commencer à ressentir encore plus vivement. Les pénuries de carburant et la forte hausse des prix du carburant qui s'ensuit inévitablement rendent les gens mécontents. Une population subissant aussi fortement les effets de la guerre de Poutine en Ukraine sera sans doute moins encline à la soutenir qu'auparavant. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a récemment déclaré que les citoyens russes sont totalement unis autour du président Poutine et prêts à supporter n'importe quel fardeau. Cependant, des perturbations d'approvisionnement et des prix élevés peuvent vite tout déstabiliser. En janvier 2022, une révolte au Kazakhstan provoquée par une hausse des prix du gaz de pétrole liquéfié a rapidement dégénéré en troubles à l'échelle nationale. Des manifestations, pillages et incendies ont entraîné un appel à l'aide, menant à l'arrivée de troupes russes pour rétablir l'ordre. Noursultan Nazarbayev, à la tête du Kazakhstan pendant 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, a dû se retirer suite à ces troubles. Vladimir Poutine sait que des troubles similaires pourraient survenir en Russie pour les mêmes raisons, d'où les efforts de son gouvernement pour stabiliser la situation. Les Russes ont d'abord interdit les exportations d'essence et de diesel pour garantir assez de carburant pour la demande intérieure. L'interdiction a débuté en septembre 2023 officiellement, pour freiner la hausse des prix lors des récoltes, alors que le sud du pays connaissait des pénuries d'essence. Le vice-premier ministre Alexandre Novak a affirmé que le gouvernement était prêt à agir fermement pour freiner la hausse des prix du carburant, due notamment à l'inflation et à la hausse des prix mondiaux du pétrole. Les prix du pétrole ont baissé, mais l'interdiction d'exporter de l'essence reste en vigueur. La prolongation annoncée par Alexandre Novak fin septembre 2025 concerne tous les exportateurs et producteurs et vise à stabiliser le marché intérieur, au milieu de perturbations persistantes, causées bien sûr par les frappes ukrainiennes.
Connolly estime que l'interdiction des exportations n'affaiblit pas autant les finances de guerre russes qu'on le croit. Il affirme que la Russie accroît sa production de pétrole brut au lieu d'essence raffinée pour compenser la perte de revenus à l'export. Et cela, selon le prix du pétrole, peut en fait s'avérer plus rentable. Pourtant, tout le carburant précédemment destiné à l'exportation, qui est désormais disponible sur le marché intérieur, n'a certainement pas résolu le problème de pénurie de carburant de manière significative. Si c'était le cas, la Russie n'aurait pas dû augmenter autant ses importations d'essence. Oui, c'est exact. La Russie, grande puissance pétrolière, importe désormais de l'essence pour tenter de maîtriser un problème qui s'aggrave. La première essence importée vient du principal allié de la Russie, la Biélorussie. Pour être juste, la Russie importe habituellement de petites quantités d'essence de Biélorussie, dont presque toute a été raffinée à partir de pétrole brut russe à l'origine. La Russie a dû accroître ses importations de carburant depuis la Biélorussie l'an dernier pour pallier des pénuries, mais pas autant qu'aujourd'hui. Les exportations d'essence transportées par rail de la Biélorussie vers la Russie ont quadruplé en septembre par rapport au mois précédent, atteignant 49 000 tonnes métriques, soit 14 500 barils par jour. Le transit d'essence depuis la Biélorussie pour exportation via les ports russes a augmenté d'environ 1% le mois dernier, atteignant 140 000 tonnes. Peut-être pour atténuer le vide causé par l'interdiction des exportations d'essence russe. Les deux raffineries de Biélorussie, Naftan et Mosir, ont chacune une capacité annuelle d'environ 240 000 barils par jour, mais produisent généralement autour de 180 000. Pour perspective, la Russie consomme environ 38 millions de barils de pétrole par jour, toutes formes confondues, brut, essence, diesel, carburant d'aviation, etc. Sur ce total, en 2023 environ, 869 000 barils par jour étaient de l'essence. Donc, cette expédition de septembre ne représente que moins de 2% des besoins quotidiens de la Russie. Les files d'attente et les pompes vides en Russie montrent l'ampleur de l'impact. La Biélorussie ne consomme qu'environ 24 000 barils par jour sur son territoire, ce qui signifie qu'elle pourrait en exporter beaucoup plus, théoriquement jusqu'à environ 150 000 barils par jour. Début octobre, la Gazette financière russe, Komissant, a estimé la pénurie d'essence en Russie à 40 000 tonnes, sur un approvisionnement mensuel standard d'1 million de tonnes, soit 20%. Importer 150 000 barils par jour de Biélorussie suffirait à combler la pénurie. Cependant, de grandes questions demeurent sur la faisabilité logistique, le temps d'application et la durabilité de cette solution. C'est pourquoi la Russie prend également des mesures sans précédent pour importer de l'essence d'autres pays. Avant la guerre, hormis les faibles quantités d'essence de Biélorussie déjà citées, la Russie n'importait presque pas d'essence d'autres pays. Pourquoi le ferait-elle? Elle exportait déjà d'innombrables cargos de ce produit. Aujourd'hui, c'est différent. Début octobre, Novak a proposé de réduire à zéro les droits de douane à l'importation de 5% sur l'essence importée de Chine, de Corée du Sud et de Singapour. Les importations ne seront autorisées qu'à travers certains points de contrôle dans l'extrême-orient russe. Seules les organisations autorisées Rosneft, NNK, Joint Stock Company et la société publique Promzy Import pourraient fournir du carburant. Il a aussi proposé d'autoriser l'utilisation de la monométhylaniline, un additif augmentant l'indice d'octane de l'essence pour 6 mois. Il a expliqué que ces mesures permettraient d'ajouter au moins 350 000 tonnes d'essence et 10 000 tonnes de gazole par mois sur le marché intérieur. Il pense qu'ajouter du monométhylaniline à un carburant à faible indice d'octane pour obtenir de l'essence de classe F, à indice élevé, permettra de fournir 50 000 tonnes d'essence en plus. C'est une décision controversée. L'additif monométhylaniline est interdit en Russie depuis 2016 afin de respecter les normes européennes d'émissions environnementales. Ce carburant n'est pas parmi les plus propres. Cependant, alors que l'Union européenne continue de s'éloigner des hydrocarbures russes, potentiellement de façon durable, le respect des réglementations de l'Union européenne est devenu moins pertinent pour la Russie. Il est également évident que les pénuries actuelles de carburant en Russie ont nécessité l'adoption de mesures alternatives. Cela montre une perte de confiance dans la base de raffinage national et l'utilisation du marché pour masquer un manque stratégique. Surtout si ce sont des signaux que l'on veut voir. Euromaidan Press indique que l'État russe a saisi les entreprises énergétiques Obolcom et Enigo, appartenant à 2 milliardaires, et les a placées sous contrôle étatique. Ils affirment que cela montre les mesures désespérées du gouvernement russe face à l'effondrement du raffinage.
alors que nombreux voient des files d'attente pour l'essence et la nécessité d'importer du carburant comme des signes d'une Russie proche de l'implosion. Le docteur Connolly, entre autres, recommande la prudence avant de conclure hâtivement. Les prix de l'essence ont plusieurs fois atteint des sommets historiques cet été. Le prix moyen de l'essence a grimpé de 836% dans les stations-service entre janvier et septembre 2025. C'est un peu plus du double du taux d'inflation pour la même période, qui était de 416% selon les données officielles de Rosta. Début d'octobre, les prix de l'essence dépassaient l'inflation pour la 9e semaine d'affilée. Cela n'est qu'une hausse de moins de 10% depuis le début d'année. C'est inférieur à l'inflation en Ukraine, et ce chiffre ne pousse pas les gens à se révolter. L'Ukraine cause d'importantes perturbations dans certaines régions. Elles ont surtout eu lieu dans les régions les plus reculées de ce vaste pays, comme l'Extrême-Orient, la Crimée ou Donetsk. De nombreuses vidéos sur YouTube montrent que la douleur n'a pas vraiment été ressentie à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et dans les autres grandes villes centrales. L'Ukraine vise à provoquer dans ses centres des troubles sociaux pour pousser Poutine à négocier dans des conditions défavorables à la Russie. Le but des frappes. Le problème pour l'Ukraine, selon le docteur Connolly, c'est que l'Ukraine ne frappe toujours pas assez souvent, ni assez fort, les raffineries russes pour provoquer cela. Cette douleur s'explique en partie par les longues distances que les drones doivent parcourir pour atteindre la plupart des raffineries russes. Ces distances limitent les drones à de petites ogives, souvent de quelques centaines de livres seulement. Et ce n'est tout simplement pas suffisant pour paralyser les raffineries russes, pas avec une frappe par raffinerie par mois ou moins. Il précise que les raffineries sont conçues pour limiter les dégâts d'explosion, notamment grâce au compartimentage des stockages. Elles manipulent des matériaux très inflammables et sont souvent de grandes entreprises tentaculaires. Ainsi, même une frappe de drone avec une ogive de 300 livres peut déclencher un incendie majeur et arrêter les opérations. Il est extrêmement improbable que toute la production d'une grande raffinerie soit arrêtée, et les réparations peuvent généralement être effectuées assez rapidement. Bakulenko, du centre Carnegie-Russie-Eurasie, confirme ce point de vue, indiquant que la plupart des raffineries ont repris presque pleinement leurs activités 1 à 2 semaines après avoir été touchées. La Russie a aussi installé des filets et protections anti-drones dans ses raffineries. Elle a récemment adopté une loi autorisant la mobilisation des anciens combattants pour protéger ses raffineries. Bien que cela ne reflète pas nécessairement l'ampleur du problème que représentent les frappes de drones ukrainiens, si l'on se fie aux actions de l'Ukraine dans ce domaine, cette mesure devrait également réduire l'effet de ces frappes. Connolly note aussi que la Russie n'a pas réussi à neutraliser le réseau énergétique ukrainien, malgré des bombardements plus intenses, d'où la nécessité de rester prudent. Il affirme que si la Russie ne peut neutraliser l'énergie ukrainienne malgré un arsenal supérieur, il est illogique d'espérer que l'Ukraine cause plus de dégâts aux raffineries russes, bien plus vastes et dispersées, avec moins de moyens. Ces missiles longue portée que Zelensky cherche à obtenir pourraient fortement modifier le statu quo. Mais en attendant, les frappes de l'Ukraine contre les raffineries russes au cours des derniers mois n'ont pas été laissées sans réponse. Les bombardements russes répétés sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont déjà imposé des coupures d'électricité d'urgence dans la plupart du pays. Pire encore, la saison de chauffage commence tard et de plus en plus d'autorités alertent sur un hiver très difficile. La réalité, c'était que la machine de guerre russe flanche sous la pression. Les frappes incessantes de l'Ukraine ont mis en lumière les profondes vulnérabilités du Kremlin. Non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le pays, où pénurie de carburant, pression économique et mécontentement public augmentent. L'illusion de contrôle que Vladimir Poutine tente de projeter s'estompe rapidement. En août 2024, la Russie semblait proche d'une grande victoire. Selon les rapports de l'époque, ses troupes n'étaient qu'à quelques jours de la prise de la ville de Pokros, un bastion ukrainien inestimable situé dans la région de Donetsk. Plus d'1 an s'est écoulé, et pourtant la ville reste sous le contrôle de l'Ukraine. Même aujourd'hui, malgré un effectif 8 fois supérieur à celui de son adversaire, l'armée russe ne progresse toujours pas à Pokros, subissant une défaite humiliante après l'autre. C'est une histoire remarquable. C'est un témoignage de la résilience de l'Ukraine et de sa remarquable capacité à défendre ses positions stratégiques. C'est aussi une preuve supplémentaire de l'incompétence stupéfiante de la Russie. Tout a commencé il y a plus d'1 an, à l'été 2024. À la fin juillet et au début août,
Les forces russes ont réalisé plusieurs avancées rapides, prenant le contrôle de divers villages et petites localités disséminées autour du centre de Donetsk, comme Progress et Lozovatskaya. Chaque avancée les rapprochait de Pokrovsk, et la crainte grandissait que la ville tombe aux mains de l'ennemi. Alors que les forces russes les avançaient chaque jour, Serki Dobriak, chef de l'administration militaire de Pokrovsk, a ordonné une évacuation le 15 août. Aujourd'hui, l'armée russe s'est rapprochée très près de la communauté de Pokros, avec ses forces positionnées à un peu plus de 10 km des abords de Pokros. Ils ciblent les infrastructures essentielles, ainsi que les bâtiments résidentiels, ce qui entraîne des victimes civiles. Pendant ce temps, de nombreuses agences de presse à travers le monde ont publié des rapports alarmants sur la situation en cours. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Sersky, a confirmé que les combats dans la direction de Pokros étaient alors plus intenses que partout ailleurs le long des lignes de front. Même le président Volodymyr Zelensky s'inquiétait naturellement de l'avenir de la ville, déclarant cela cet été-là. Aujourd'hui, les forces russes concentrent le plus grand nombre de personnel, le plus grand nombre d'armes et de bombes aériennes guidées, tout ce qu'elles possèdent, dans la direction de Pokros. La situation semblait sombre, aggravée par le fait que les forces russes étaient environ 4 fois plus nombreuses que les Ukrainiens dans la région, avec environ 20 régiments et brigades russes opérant à l'est de Pokros à ce moment-là. Pour un total d'environ 40 000 soldats, l'Ukraine, quant à elle, ne pouvait déployer que 6 brigades dans la région, soit environ 12 000 soldats au total, faisant tout pour défendre la ville et les environs. Chaque jour, les Russes se rapprochaient. Il semblait que, même dans le meilleur des cas, les défenseurs ukrainiens pourraient seulement ralentir l'avancée de l'ennemi. S'ils atteignaient les limites de la ville, ils pourraient retarder leur prise de contrôle totale. Mais la chute de Pokros paraissait inévitable avant fin 2024, puis un événement extraordinaire s'est produit. Les progrès de la Russie ont commencé à ralentir, puis à stagner. Les jours et semaines passaient, mais l'annonce de la prise de la ville par le Kremlin n'est jamais venue. Au lieu de pénétrer aisément dans Pokros, avec leurs chars et véhicules blindés, écrasant les défenses et filant vers la victoire, les forces russes ont constaté que la ville était bien plus difficile à prendre que prévu. Bien qu'ils aient conquis une partie des terres et partiellement encerclé la ville, la percée décisive n'a jamais eu lieu. L'année 2024 s'est terminée, et la Russie n'avait pas réussi à atteindre son objectif. Début 2025. La situation dans le secteur de Pokrov est devenue une impasse. Les progrès lents mais réguliers de la Russie se sont brusquement arrêtés, et l'Ukraine a même réussi à repousser l'ennemi et à reprendre une partie de ses terres perdues. Avec la ligne de front qui devenait relativement stable pour la première fois depuis longtemps, il était évident que la direction russe n'était pas très satisfaite de cette tournure des événements. Ainsi, en mars de cette année, l'armée russe a intensifié ses efforts pour prendre la ville, déployant toutes les tactiques possibles auxquelles elle pouvait penser dans sa quête de la victoire. Ils ont attaqué Pokros et les environs avec chars, artillerie et bombes. Ils ont cherché à encercler davantage la ville et à couper ses approvisionnements, en avançant vers Dopropilia, envoyant même des groupes de sabotage déguisés en civils pour semer le chaos de l'intérieur. Rien de tout cela n'a fonctionné. Montrant encore leur capacité d'innovation et d'adaptation face à l'adversité, l'Ukraine a su contrer chaque action des Russes. Ils ont utilisé drones, mines et autres moyens pour stopper les chars et blindés, lançant une contre-offensive réussie vers Dopropilia pour isoler l'ennemi. Et ils ont même trouvé des moyens, avec l'aide des habitants locaux de Pokros, d'identifier et d'éliminer les saboteurs un par un. Alors la Russie a encore intensifié ses actions, pendant les mois d'été, dans le cadre de sa grande offensive estivale. Les Russes ont rassemblé une force véritablement gigantesque d'environ 110 000 soldats, avec plus de 500 chars, près de 700 véhicules blindés de combat, plus de 560 pièces d'artillerie, et plus de 180 lance-roquettes, multiples de différents calibres, le tout dans la région de Pokrovsk. L'échec n'était pas envisageable, et le Kremlin était sûr de gagner. Vladimir Poutine lui-même était déterminé à s'emparer de Pokros, avant les pourparlers, très attendus, avec le président américain Donald Trump, croyant apparemment qu'en prenant enfin la ville, il montrerait au monde que la Russie était en train de gagner la guerre et que l'Ukraine et ses alliés n'avaient d'autre choix que de brandir le drapeau blanc et de se soumettre à un accord de paix négocié, selon les conditions de la Russie. Pourtant la ville a tenu bon, traversant les mois d'été et restant une fois de plus sous le contrôle de l'Ukraine. Ce qui nous conduit aujourd'hui aux dernières tentatives désespérées de la Russie pour dominer la région.
D'après les derniers rapports, les troupes russes ont perdu depuis longtemps. Après plus d'1 an d'efforts, ont atteint la périphérie de Pokros, et des combats de Russes sont en cours entre les deux camps. Les Russes, 8 fois plus nombreux que les Ukrainiens, peinent toujours à avancer et à atteindre leurs objectifs. Comme la ville reste pour l'instant aux mains de l'Ukraine, Zelensky a déclaré le 28 octobre « Imaginez combien de forces russes s'y trouvent ». Mais en même temps, il n'aurait pas obtenu le résultat escompté. C'est un autre résultat embarrassant pour le Kremlin. Même avec une force bien supérieure à celle de l'adversaire, son armée subit toujours échec après échec et perte après perte. Des rapports indiquent que l'Ukraine a capturé environ 2200 soldats russes dans la région au cours des 6 premiers mois de l'année. D'innombrables autres ont été blessés ou tués lors des multiples assauts mal planifiés et lamentablement coordonnés contre la ville au cours de l'année 2025. Et beaucoup d'autres risquent de périr dans les jours et semaines de combats urbains intenses qui s'annoncent. Pourtant, la Russie jette tout ce qu'elle a contre la ville. Selon des sources militaires ukrainiennes, la Russie disposerait de 10 fois plus de drones que l'Ukraine dans ce secteur. Et certains de ces soldats répètent la stratégie de sabotage observée plus tôt cet été, où des troupes se déguisent en civils afin de passer les lignes de défense et d'infiltrer le centre-ville. Les Russes, malheureusement, contrôlent désormais par le feu toutes les routes de sortie de la ville, puisqu'ils ont réussi à capturer une grande partie des terres environnantes. Cela rend impossible l'évacuation sécurisée des habitants restants. Environ 1200 civils vivent encore à Pokros, soit une faible part des plus de 60 000 habitants d'avant-guerre. Pourtant, de plus en plus de vies innocentes sont menacées, car l'armée russe n'a pas un bon bilan concernant les civils en temps de guerre. Des rapports signalent déjà que des soldats russes tirent sur les habitants. Un rapport récent de l'Institut pour l'étude de la guerre indique que les tactiques russes à Pokros ont piégé des civils, augmentant le risque de dommages pour eux. L'administration militaire ukrainienne de Pokros a signalé que les forces russes ont pris le contrôle de toutes les routes de sortie de Pokros, piégeant ainsi 1200 civils à l'intérieur de Pokrovsk. L'administration militaire de Pokros rapporte que les forces russes tuent les civils cherchant à évacuer, à pied ou en véhicule. Heureusement, pour l'instant, les forces ukrainiennes sont encore en mesure de fournir de la nourriture, de l'eau et une assistance médicale à ceux qui sont, en réalité, piégés à l'intérieur des limites de la ville. Et elles continueront à faire tout leur possible pour protéger la population locale du danger. L'emprise de l'Ukraine sur la ville a commencé à faiblir. De petits escadrons de soldats russes progressent dans les rues de la ville, tandis que les défenseurs ukrainiens sont envoyés pour les traquer et les éliminer. Le sort de la ville est en jeu. Mais le fait que l'Ukraine l'ait tenue aussi longtemps et continue de revendiquer le contrôle de larges parties de la ville est déjà en soi une immense victoire. La Russie pensait qu'elle s'emparerait de cette ville il y a des mois. Elle pensait déjà contrôler la situation et progresser dans la conquête d'autres villes de la ceinture de forteresses du Donetsk, telles que Kramatorsk et Sloviansk, ou à s'enfoncer plus profondément dans le pays, et à se rapprocher toujours plus de sa capitale, Kiev. Poutine s'attendait à pouvoir annoncer la prise de Pokros aux foules dès l'été dernier, et se vanter des avancées de son armée, lors de ses discussions avec Trump et d'autres dirigeants mondiaux. Au lieu de cela, même maintenant, alors que des soldats russes sont effectivement dans la ville, le chef du Kremlin attend toujours des nouvelles de la victoire qui, selon lui, aurait dû arriver depuis longtemps. Et il pourrait attendre encore longtemps, car les défenseurs ukrainiens tiennent bon et n'ont aucune intention de quitter Pokrovsk de sitôt. Un major ukrainien, dont la brigade est stationnée dans la région, a confirmé qu'il n'y a actuellement aucun plan de retraite, déclarant « Nous tenons la ville pour l'instant. C'est stable mais chaotique dedans. » Le major, souhaitant rester anonyme lors de son entretien avec les journalistes, a précisé qu'environ 200 à 250 soldats russes se sont regroupés au sud de la ville. La situation actuelle est marquée par des combats de rue, ce qui change fortement la dynamique. Pendant longtemps, la majorité des combats pour Pokros avaient lieu en périphérie et autour de la ville, notamment dans les champs, terres agricoles, routes rurales et hameaux, avec de longues lignes de vue et de vastes zones découvertes. Cela permettait aux drones ukrainiens d'opérer librement, survolant le ciel pour repérer, localiser et éliminer leurs cibles au sol. La situation est désormais différente. Les troupes s'affrontent dans les rues, utilisant les véhicules détruits et les décombres pour se protéger lors des échanges de tirs avec l'ennemi. Heureusement, l'Ukraine a un énorme avantage ici, car elle connaît bien la ville. C'est le territoire ukrainien, après tout,
et de nombreux soldats de Kiev sont stationnés à Pokros et dans ses environs depuis de nombreux mois maintenant. Ils connaissent chaque rue, chaque tournant et recoin, et ont prouvé à maintes reprises qu'ils savent pleinement tirer avantage de jouer à domicile. Cela ne leur garantira pas la ville à jamais, mais c'est peut-être ce qu'il leur faut. Pour retarder l'avancée de la Russie, et peut-être tenir assez longtemps pour que des renforts ou des armes supplémentaires arrivent. Et les renforts, non, sont déjà en route. Le commandant a confirmé aux médias que des unités des forces spéciales ukrainiennes et des groupes d'assaut entrèrent dans la zone pour renforcer les défenses de Pokrov. Et voir selon ses mots, nettoyer les troupes russes qui étaient parvenues à pénétrer à l'intérieur. Cela a été confirmé par le président Zelensky lundi devant les journalistes. Le dirigeant ukrainien a confirmé que, selon les images satellites et les rapports des opérateurs de drones ukrainiens, environ 200 Russes se trouvaient à l'intérieur de la ville. Il a aussi précisé que les positions défensives dans la zone et ses environs étaient renforcées. Et les drones ukrainiens scrutaient le ciel pour évaluer la situation et recueillir des renseignements importants afin d'aider les forces armées à planifier leurs prochaines étapes. Zelensky a admis que la capture de Pokros était une priorité pour le Kremlin, l'ennemi ayant des forces et ressources bien supérieures. Mais il est resté confiant que ses troupes continueraient à montrer le courage et la résilience devenus synonymes du peuple ukrainien ces dernières années. Il a affirmé que dès que les soldats russes sortent de leur cachette, ou dès qu'il y a des tirs venant d'un point ou d'un autre, les forces ennemies sont repérées et détruites. Zelensky a également souligné 2 points importants à retenir de cette situation. Premièrement, car la Russie est déterminée à prendre Pokros par tous les moyens. Elle a détourné des forces et ressources d'autres zones du front. Certains secteurs sont désormais plus faibles, ce qui pourrait permettre des contre-offensives ukrainiennes supplémentaires sur le front. L'Ukraine a déjà montré sa capacité à réfléchir tactiquement, repérer les faiblesses ennemies et frapper au moment et à l'endroit opportun. Pour causer des dégâts durables, elle peut déjà viser d'autres zones à Donetsk, Louhansk ou ailleurs. Mais les forces néo-offensives de la Russie se sont amenuisées, et elle pourrait mener une ou plusieurs attaques surprises de son côté dans les jours et les semaines à venir. Deuxièmement, Zelensky a souligné que la défense presque miraculeuse en cours de Pokros est la preuve évidente que l'aide internationale à l'Ukraine est extrêmement précieuse et capable de faire une réelle différence sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes ont pu résister aussi longtemps uniquement grâce au soutien des alliés et aux armes, fournitures, munitions et fonds reçus. Tant que l'aide continue d'arriver, ils devraient pouvoir maintenir ce même niveau de résilience surhumain. À Pokros et dans d'autres grandes villes de leur territoire. Zelensky a résumé en disant que l'Ukraine contrôle toujours Pokros et que la Russie est constamment obligée de reporter ses plans de campagne. Malgré de lourdes pertes à Pokros et Dopropilia, les opérations ukrainiennes neutralisent toujours les offensives ennemies. A noter aussi que la Russie n'a pris aucune grande ville ukrainienne depuis Avdiivka, bastion clé de Donetsk, en février 2024. Avant cela, l'une des plus grandes victoires du Kremlin fut la sanglante bataille de Bakhmout, commencée en juillet 2022, il y a plus de 3 ans. Certains observateurs ont comparé cette bataille à l'offensive en cours à Pokras, mais selon le major ukrainien présent sur les lieux, il n'y a aucune comparaison possible entre les deux. On la compare à Bakhmout, mais les situations diffèrent. Ici, il n'y en a pas autant, des Russes, et la plupart d'entre eux se cachent simplement quelque part dans des sous-sols. Comme le note le major, l'Ukraine ne fait pas encore face à une offensive ennemie écrasante et inévitable. Elle n'a pas à faire face à des dizaines de chars et de véhicules blindés déferlant dans les rues de la ville, ni à un grand nombre de soldats tirant avec des automates Kalachnikov, 74 sur les fortifications ukrainiennes. Il s'agit plutôt d'une petite force russe dispersée, avec beaucoup de soldats ennemis cachés qui attendent des renforts pour survivre, au lieu de mener une offensive agressive pour entrer plus loin dans la ville. Plusieurs autres sources ukrainiennes ont confirmé que la situation n'a pas encore atteint un niveau critique pour le moment. Les forces d'assaut aériens, dont le 7e corps actuellement à Pokros, ont publié sur Telegram un message détaillant la situation. Les défenseurs de Pokros résistent activement aux occupants. Récemment, notre défense a été renforcée par de nouvelles unités, en particulier des troupes d'assaut, de l'artillerie, des équipages de drones et d'autres composantes des forces de défense. Nous renforçons l'usage de drones anti-aériens et de lance-filets contre les Mavics ennemis. De plus, nous minons à distance les itinéraires d'infiltration de l'ennemi.
Les 25 et 26 octobre, les soldats ukrainiens ont tué près de 40 Russes à Pokros. Les occupants entrés dans la ville ne cherchent pas à s'y installer, mais veulent avancer plus au nord. De cette manière, l'ennemi veut disperser nos forces de défense et bloquer les corridors logistiques terrestres menant à la ville. Donc, pour le moment, il n'est pas question de contrôle total sur aucun des quartiers de Pokrovsk. Du côté russe, comme toujours, les reportages montrent une image très différente. Le 26 octobre, le chef de l'armée russe, le général Valery Gerasimov, a déclaré directement à Vladimir Poutine que les forces du Kremlin avaient encerclé environ 5500 soldats ukrainiens à Pokrovsk et 5000 autres dans la région de Kharkiv, à plusieurs kilomètres de là. Cependant, des groupes comme l'Institut pour l'étude de la guerre n'ont trouvé aucune preuve pour étayer ces affirmations. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que Gerasimov exagère ou invente des histoires et statistiques pour donner l'impression que la Russie réussit mieux qu'en réalité, sans preuve à l'appui de ces affirmations. L'Institut pour l'étude de la guerre continue d'évaluer cela. Les forces russes réalisent des avancées près et à l'intérieur de Pokros et Mirnorad qui sont tactiquement significatives, mais qui ne laissent probablement pas présager un effondrement imminent des défenses ukrainiennes dans la région. Il n'est pas rare que la Russie mente ouvertement sur ses exploits sur le champ de bataille. Et l'Institut pour l'étude de la guerre, ainsi que d'autres groupes d'analystes, soutiennent que tout cela fait partie d'une stratégie plus large du Kremlin basée sur la désinformation. Si la Russie persuade le monde qu'elle gagne la guerre et progresse dans des zones clés, elle devrait obtenir une position plus forte aux négociations et obtenir l'accord de paix ou de cessez-le-feu souhaité. Heureusement, une grande partie du monde voit à travers les mensonges et la propagande de Poutine, peu importe ce que dit le Kremlin. En réalité, elle a passé plus d'1 an à essayer de prendre une ville sans jamais y parvenir. Dans un rapport du 28 octobre, l'Institut pour l'étude de la guerre va plus loin, affirmant que les avancées russes ne devraient pas provoquer d'effondrement immédiat de la poche ukrainienne, dans la direction de Pokros. L'Institut pour l'étude de la guerre signale que la ligne de front près de Pokros est désormais instable, chaque camp progressant dans des zones différentes. Ainsi, même si les troupes russes pénètrent davantage dans les rues de la ville de Pokros, les forces armées ukrainiennes ne restent pas simplement immobiles. On les a aussi vus attaquer des positions russes à Rodinskaya, au nord de Pokros, pour progresser, avec assez de renforts, de ressources et l'aide des alliés mondiaux. L'Ukraine pourrait réaliser un retour spectaculaire ici, éliminant le petit nombre de soldats russes présents dans la ville et fortifiant à nouveau leur position partout. En bref, même si les Russes ont fait quelques progrès, la situation reste instable. Les deux camps se testent mutuellement, gagnant du terrain et subissant des pertes au fil des jours. Mais l'Ukraine a l'avantage du terrain et bénéficie de positions défensives solides qui se sont renforcées au fil des mois et des années. Si la ville finit par tomber, ce sera une lourde perte pour l'Ukraine, et un motif de célébration pour la Russie. Il restera de nombreuses autres places fortes défensives similaires, un obstacle sur la route du Kremlin vers la conquête totale, et d'innombrables soldats ukrainiens prêts à résister. Maintenant, découvrez comment la Russie tente désespérément d'exagérer ses succès sur le front dans cette vidéo, qui examine comment le Kremlin a récemment mis en scène une victoire à Kherson, pour être totalement humilié. Moins de 24 heures après, les troupes ukrainiennes ont contredit leurs affirmations. Ou, pour un autre exemple d'arrogance russe mal placée, regardez cette vidéo qui révèle comment les troupes russes ont célébré bien trop tôt avant que la réalité dure et inattendue ne les prenne complètement au dépourvu. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, pour regarder plus de vidéos informatives, instructives et à jour. Rapport sur la guerre Russie-Ukraine et d'autres conflits en majeurs mondiaux.